N'ayez pas peur. Votre corps physique et votre conscience sont désynchronisés. Visitez avec moi les confins de l'espace. Arpentez d'autres réalités. Faites la connaissance d'autres formes de vie. Bienvenue dans Expérience intermédiaire. Lorsque l'on commence à s'intéresser au phénomène de la conscience extraordinaire, et plus particulièrement à la sortie hors du corps, on se rend compte qu'une terminologie existe plus ou moins. Et selon son degré d'implication, de connaissance et d'expérience, les termes peuvent varier, voire se contredire. Cela peut provoquer de la confusion et faire peur aux néophytes. Je souhaitais donc vous présenter certains termes, à toi qui débarques dans ce monde un peu zinzin, où des gens prétendent sortir de leur corps. Je vais séparer ce lexique en deux. On va commencer par les termes standards, pour ensuite présenter une partie du lexique que j'utilise personnellement en tant que voyageur. Ici, il n'est pas question de corrompre des définitions. Cela est impossible car ces mots ont été élaborés dans le cadre d'une pratique dont nous ne connaissons pas grand-chose et qui a justement besoin de nouveaux mots pour exprimer des états de la conscience et des expériences que nous n'avons pas l'habitude de vivre ou d'identifier. Commençons tout de suite. Vous avez le fameux SHC. Il s'agit de l'acronyme de sortir du corps. Les néophytes l'utilisent souvent avec VA, voyage astral, sans faire de distinction particulière. Vous avez ensuite EV, état vibratoire. C'est la phase qui précède la plupart des sorties hors du corps. Pour nous, il s'agit d'un état d'excitation de la substance éthérique interne. Cette activité permet à la conscience d'utiliser un autre véhicule pour se mouvoir sans l'aide du corps biologique. Ensuite, nous avons PS, paralysie du sommeil. L'état physiologique naturel et sans danger dû à la chimie du cerveau. Ce mécanisme paralyse le rêveur pour lui éviter de mimer les actions oniriques. C'est en tout cas une explication potentielle de cette paralysie. Mais lors d'un réveil ou durant l'endormissement, il est possible que la personne soit encore consciente et vive ainsi la paralysie. Pour les voyageurs, il s'agit d'une phase naturelle menant à la sortie hors du corps. Quoi de plus logique, si on tend vers plus de lucidité, que d'observer la mise en place de l'endormissement du corps physique puis de l'état vibratoire. C'est une véritable chance que de pouvoir rester ou regagner sa lucidité lors de ces moments. RL, rêve lucide. Le rêveur prend le contrôle de son rêve en utilisant des habitudes ancrées, de la programmation et en intensifiant l'activité de sa conscience visant à percevoir et réfléchir ses pensées sur sa conscience. Par exemple en se demandant pourquoi la lumière ne s'allume pas en appuyant sur l'interrupteur, pourquoi il aurait 15 doigts au lieu de 10, ou encore pourquoi il est en train de respirer alors qu'il a le nez bouché. Ensuite, nous avons la phase hypnagogique. Donc, c'est un état entre la lucidité totale et l'inconscience absolue. Un moment entre deux où l'on commence à avoir des images ou à entendre des sons. Plus on est fatigué, plus vite on arrive à ce stade. Et c'est un bon tremplin pour utiliser les méthodes de rêve lucide. Pour la sortie hors du corps, je ne le recommande pas. Sauf si l'on souhaite créer une bulle de rêve autour de nous et faire un rêve lucide. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Et cela implique en réalité de faire des techniques d'immersion dans des images et dans des décors pour ensuite prendre le contrôle de façon lucide de l'environnement onirique. Après, on a le fameux WBTB, le Wake Back to Bed, la fameuse technique par les rêveurs lucides et les voyageurs hors du corps. C'est la base de toutes les techniques que l'on pourra vous donner, le reste n'étant qu'habillage marketing. L'objectif est de profiter du moment où le corps physique peut être encore endormi et où le mental est suffisamment reposé. Grosso modo, il suffira de se réveiller à une certaine heure après 2 ou 3 cycles de sommeil et de se recoucher. Corps astral. C'est le terme utilisé pour le corps qui accueille la conscience après le corps biologique. L'étymologie est latine, d'astral. Nous désignons les astres, non pas les étoiles forcément, mais les sphères de possibilités en termes de réalité. Une infinité qui renvoie à l'océan d'étoiles de notre cosmos. Après, nous avons plan éthérique, ce serait le plan disponible après le physique. En réalité, ou alors, possiblement, ce plan serait une substance, une sorte de matière qui prend la forme de la création présente dans la réalité physique. D'aucuns affirment que cette matière serait un moule
permettant aux atomes de pouvoir s'agencer. Image virtuelle du plan physique, illusion reconstituée par le cerveau et issue de l'inconscient collectif, pour le voyageur, rien n'est moins sûr. Plan astral, il s'agit dans l'esprit des gens d'un champ de possibilités répondant aux émotions et pensées humaines. Il y aurait un bas astral et un haut astral, de la même façon que pour le plan éthérique. La réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer croire. Après, on a la fameuse corde d'argent, c'est l'encre entre le corps astral et le corps physique. On suppose que sans elle, le corps physique ne peut continuer à exister. Nous avons beaucoup de croyances sur ce sujet aussi. Et maintenant, passons au lexique vu par un voyageur. Donc de ce côté du miroir, les définitions qu'on se donne sont susceptibles de changer, au gré de nos explorations surtout. On les pose, on compare entre nous, mais pour éviter de stagner dans des croyances, j'accepte volontiers par exemple plusieurs hypothèses, ou de les remettre en question, même pour mes expériences que j'ai vécues, parce que je sais très bien que la réalité sensible que je vis est pour moi une réalité certes, mais pas forcément objectivable pour tout le monde. Donc restons humbles par rapport à ça. J'ai le corps de voyage, donc qui est à mon sens ce qui est le plus adéquat en termes de termes à donner au lieu de dire corps astral, donc corps de voyage, un véhicule qui semble fait d'une substance qui n'est pas forcément de l'éther, sinon quoi il faudra expliquer la raison pour laquelle on pourrait l'amener avec soi dans d'autres dimensions, ou alors tout simplement cette matière baigne toute la création de façon multiverselle. Pour tout dire, j'en sais absolument rien. Réalité, pourquoi se fatiguer à définir un haut astral, un bas astral? Je ne vois pas où est la logique dans ça. Il y a une infinité de réalités dans toutes les directions, dans toutes les pensées, dans chaque désir, chaque émotion, chaque idéal, chaque religion, croyance, intelligence. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'infiniment près à la dimension de réalité se trouvant aux confins de la création. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes connectés à ces réalités et qu'il serait vain de les ranger dans des cases. Ça ne sert à rien en fait quand on voyage. On subit presque ces réalités et on peut y définir, on peut voir peut-être qu'il y a des agencements, des structures, des logiques par rapport à ces réalités qu'on visite. Mais on peut pas se permettre d'être absolument certain. Concernant la corde d'argent, je l'appelle la corde d'argent, au-delà de la simple encre, pour moi elle véhicule de l'information et sert au transfert de conscience du corps physique au corps de voyage. On ne la voit pas toujours et c'est peut-être une forme d'égrégore alimentée par les traditions. Est-ce que vous pensez sincèrement que dans des réalités subtiles, non tangibles pour certaines, il est important d'avoir un cordon en PVC souple lumineux derrière la nuque pour relayer l'information? Oui et non. Oui, parce que nous avons trouvé une utilité à cela et qu'elle est alimentée par des traditions depuis plusieurs millénaires, c'est le côté égrégore, et il peut s'agir d'un bête filtre, une béquille pour nos consciences, ou alors un véritable mécanisme énergétique complexe. Je ne peux pas vraiment trancher, je sais qu'elle existe, j'ai pu la toucher derrière ma nuque, ou voir sa traînée longue et quasi invisible lors de mes voyages lointains. Mais de là à dire dans quelle catégorie elle entre, c'est une autre histoire. Les extraphysiques. On utilise ce terme pour parler des consciences non incarnées, ou qui ont la possibilité d'être non tangibles par technologie ou par faculté biologique. Je détaille mon point de vue dans 2 vidéos réservées à ce sujet et que vous pourrez trouver sur la chaîne. Vient ensuite ce que j'appelle la PI, la prise d'information. C'est ce qui décrit au mieux l'action passive ou active, consistant à traiter de l'information en temps réel sur l'environnement, le schéma mental d'un extraphysique, son intention, l'information que dégagent des objets ou des choses. Vient ensuite une petite itération qui est sondée, le sondage. Il s'agit d'une prise d'information intrusive. Cela peut fonctionner comme être impossible à exécuter selon l'extraphysique que vous avez en face de vous. Les extraphysiques classiques, ceux qui nous embêtent pour nous faire peur, sont suffisamment faibles, entre guillemets, pour qu'on puisse lire leur intention, au minimum. D'autres, comme les extraphysiques extraterrestres, ou des extraterrestres ayant la technologie d'être non tangibles, ont une psyché telle que vous ne pourrez absolument rien lire ou capter sans leur permission. Au contraire, ils font ce qu'ils veulent de vous. Voilà pour cet épisode d'expérience intermédiaire, j'espère que ça pourra aider les quelques personnes qui se posent des questions par rapport aux définitions, aux termes, ainsi qu'aux acronymes qu'on utilise souvent. Je vous souhaite une bonne semaine et l'on se retrouve ce week-end pour la prochaine vidéo. À très bientôt les voyageurs.